Bonsoir et bienvenue dans EcoSoc EcoChoc. Comment consomment les Calédoniens en cette période de crise? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Avec la baisse du pouvoir d'achat, le consommateur doit s'adapter et ces changements d'habitude ont des conséquences sur les producteurs et les commerçants. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Ronan Délé, président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Vernier, président de UFC Que Choisir Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Et enfin, Franck Souris-Lavergne, élu de la Chambre d'agriculture et de la pêche, la CAPNC. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant d'ouvrir la discussion, je vous propose d'aller voir sur le terrain comment producteurs et consommateurs s'organisent. Les uns pour continuer d'écouler leurs marchandises, les autres pour faire des économies. Direction le marché de Ducos, organisé par la CAPNC. Il est un peu plus de 4 heures du matin au marché de Gros de Ducos. Dans la lumière des néons, les stands s'animent déjà. Agricultrice depuis 20 ans, Sabrina Souris-Lavergne s'est récemment lancée dans la vente directe aux consommateurs. Là, le marché, ça fait un peu plus d'un mois qu'on le fait. On est là tous les mercredis aussi. Le mercredi après-midi sous la halle. Et le samedi, uniquement quand on a de la place. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde encore, malheureusement. Alors là, c'est principalement notre production à nous. Après, j'en ai un petit peu du beau-frère à Pointe-Boute. On aura un autre producteur d'igname aujourd'hui avec nous aussi pour faire partager les ventes un petit peu à tout le monde parce que c'est pas facile en ce moment. Donc voilà, on se donne un coup de main entre agriculteurs, on va dire. Pour Sabrina et sa famille, la vente en direct est devenue une évidence. Un moyen de garder la main sur leur prix et de proposer des produits plus accessibles à ses clients. On ne passe pas par les grandes surfaces parce qu'ils se prennent de trop grosses marges. Par rapport à notre prix de départ et au prix arrivé au consommateur, c'est du x2 quoi. Et donc c'est beaucoup trop cher pour les consommateurs. Ici, ils ont des prix directs producteurs. Chez les consommateurs, les raisons de venir sont multiples. Une alternative économique pour les uns, un lieu de rencontre et de confiance pour les autres. Quant à l'idée de venir tôt le matin pour ceux qui le souhaitent, cela fait même partie du jeu. Il y a moins de monde à cette heure-ci. Le soleil brille déjà et les gens sont fort sympathiques. On a du choix, il y a des bons prix. Tout est fait pour qu'on vienne et qu'on revienne. C'est là que les gens se rencontrent, on trouve des bons produits et c'est pas cher. Dans mon magasin de quartier, là, j'avais vu des bananes à vendre. Prix producteur 350 francs, prix grossiste 600 et quelques francs et prix pour le consommateur plus de 900 francs le kilo de banane. C'est la raison pour laquelle je viens ici payer directement aux producteurs. Tous les samedis matins, même quand je travaille, je passe d'abord au marché. Je viens chercher mes légumes, mes petits légumes. Et je dépense moins de 5 000 francs, quoi. Pourtant, les habitués le reconnaissent. Les temps sont durs. Les ventes ralentissent et les clients se font parfois plus rares. Moi, personnellement, je suis là depuis 2012. Après, les patrons, ils sont là depuis bien avant. Après, sinon, le niveau consommation, ça a baissé. Ça a beaucoup baissé. Les gens, aujourd'hui, ils n'ont plus assez d'argent pour acheter à manger. Du coup, vous pouvez regarder sur notre tableau, on fait des petits prix pour les petits gens. Et puis, par contre, les gens, ils sont toujours là pour venir discuter. Ça fait plaisir de partager un moment avec eux, retrouver nos anciens clients. Un avis partagé par la Chambre d'agriculture qui suit de près la situation. Alors c'est vrai que le marché du Cos, il connaît toujours une belle fréquentation en termes de personnes, de public et même d'exposants. On continue de connaître un taux d'occupation entre 90 et 100% tous les samedis et les mercredis. On a quand même moins de monde, mais c'est logique, c'est la semaine. On a connu un déclin, on va dire, en termes de chiffre d'affaires ressenti chez les exposants depuis mai 2024, c'est vrai. On parle de 20 à 30% en fonction de certains secteurs d'activité. Donc moi je remercie quand même la clientèle de nous faire confiance. Ils sont au rendez-vous, mais on sent qu'ils sont quand même à la recherche du produit, de la bonne affaire, de la petite spécificité, particularité qui déclenchera en fait un acte d'achat. La demande de place au marché ne cesse de croître. Pour y répondre, leur gestionnaire envisage d'agrandir les zones de vente, voire d'en créer de nouvelles, avec une volonté affirmée de donner la priorité aux produits locaux face aux produits importés.
Privilégier les produits locaux, mais toujours en conservant des prix abordables, puisqu'il s'agit finalement de la priorité pour beaucoup de consommateurs. Mais d'ailleurs, comment est-ce que les Calédoniens consomment aujourd'hui? Ronan Délé. Les Calédoniens aujourd'hui font très attention à leurs dépenses. Il y a moins de pouvoir d'achat déjà, à cause liée à perte d'emploi, perte de revenus dans un cercle familial. Du coup, le budget des ménages s'est amoindri et les Calédoniens ont tendance à aller à l'essentiel vraiment et à réduire leurs dépenses pour boucler leurs fins de mois qui sont de plus en plus difficiles. C'est ce que vous observez aussi, Gilles Vernier? Ah oui, oui, tout à fait, mais je crois que ça touche toutes les couches de la population. Il y a ceux qui ont malheureusement plus les moyens de vivre, je dirais, décemment, et même ceux qui ont encore les moyens, de toute façon, ils ont un peu le moral dans les chaussettes, et ils font quand même très très attention, et ça se ressent donc dans les ventes, c'est sûr. Franck Souris-Lavergne, on le voyait dans le reportage, les producteurs sont de plus en plus nombreux à vouloir venir. Il y a même une liste d'attente. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, déjà merci pour ce beau reportage, la mise en avant de ce marché qui est très important pour nous et effectivement qui est presque victime de son succès puisque il n'est pas extensible à l'infini, autant en termes de place pour les exposants agriculteurs ou pêcheurs que en place de parking pour nos clients. Donc c'est pour ça que cette année, on a même ouvert le mercredi après-midi, ce qui est une nouveauté et plutôt une réussite. On l'explique, je pense que les gens qui fréquentent le marché ont été assez clairs dans le reportage, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont pouvoir y trouver des produits frais, locaux, à des prix directs auprès du producteur. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve, même si c'est quand même un gros engagement pour les producteurs de faire cette démarche de vente directe en termes de charge de travail. Ça répond à une attente des consommateurs, puisque voilà, comme ça a été présenté, l'affluence est très importante. Mais de l'autre côté, comment on explique qu'il y ait de plus en plus de producteurs qui fassent la queue? Il y a même une liste d'attente. Je pense que le constat il est le même dans tous les secteurs de vente aujourd'hui sur le pays. C'est qu'il y a une baisse de consommation qui est forte et donc on essaye de trouver des moyens d'aller chercher directement le consommateur puisque dans les circuits on va dire traditionnels d'écoulement, dans les magasins, la baisse des ventes se fait clairement ressentir. Est-ce qu'il y a de nouveaux producteurs, des personnes qui se sont mises à l'agriculture pour gagner leur vie? Alors ça, oui, il y en a. Est-ce que ça représente un nombre important? C'est compliqué de le dire. Justement, on est dans une phase actuellement de recensement agricole et donc normalement, on devrait avoir d'ici la fin de l'année un peu plus de retour sur cette impression-là. Mais oui, les gens ici sont très attachés à la terre, à la mer, et donc effectivement, certaines personnes qui peuvent avoir accès à un petit peu de terrain pour cultiver, s'ils ont perdu leur emploi, vont retourner cultiver la terre ou aller à la pêche. Oui. Mais vous le disiez, donc il y a une belle affluence au marché. Pourtant, ça a été dit dans le reportage, il y a une baisse de chiffre d'affaires d'environ 30%. Comment ça s'explique alors que c'est sur le budget alimentaire? Gilles Vernier? Il y a aussi une distorsion dans les points de vente. Depuis les événements, il y a quand même des marchés solidaires qui se sont créés. Donc les marchés solidaires, c'est quand même une partie de la clientèle qui était soit dans les grandes surfaces, soit dans le marché de Ducos, qui est détournée sur les marchés solidaires, qui sont à mon avis plus tellement solidaires, mais... je prends Rivière-Salée, par exemple, c'est le marché de samedi matin. Il y a un monde absolument fou. Il y a énormément de monde. Donc ça, c'est tous des consommateurs qui ne vont peut-être plus au marché de Ducos ou qui vont peut-être plus dans les grandes surfaces. Pourquoi plus solidaire? Parce que ça a été créé par des associations pour aider les familles en difficulté suite aux événements. Et petit à petit, ils se sont organisés, ils ont fait des marchés. Et ce sont des phénomènes... Il y a des professionnels qui viennent. Et vous pensez que cette tendance, elle est ponctuelle? C'est le temps que l'économie reparte ou c'est un nouveau modèle de consommation, de vente? Je ne sais pas. Normalement, ça ne devrait pas... mais quand on voit l'ampleur du marché de Rivière-Salée, à mon avis, ce sera difficile de l'arrêter. Parce qu'il y a un monde... l'avenue Koning est pleine sur 500 mètres. Quoi.
pendant un délai. Il y a une défiance aussi au niveau des magasins de la grande distribution sur le prix de l'alimentaire en général. C'est vrai qu'on est tristement célèbre en Nouvelle-Calédonie, dans les îles même en général d'outre-mer, pour être plus cher qu'en métropole pour des raisons diverses et variées. Mais en Nouvelle-Calédonie, les prix sont réputés d'être de l'ordre de 70% plus chers qu'en métropole. Dès lors qu'on pense à ça, le consommateur veut aller au contact direct avec le producteur sur les marchés pour avoir, il l'espère, des produits frais, certes, mais des produits les moins chers possibles. Maintenant, quand on parle de baisse de chiffre d'affaires sur un marché comme celui de Ducos, qui attire toujours du monde, mais 30% de baisse, c'est énorme. Et je pense qu'une des raisons est liée également au départ de nombreuses personnes de Nouvelle-Calédonie. Ce cycle de départ qui a commencé durant le processus référendaire en 2021 s'est accentué, a continué depuis en particulier les émeutes que nous connaissons, et il y a moins de consommateurs qui sont présents dans tout type de commerce et dont les marchés qui sont pourtant célèbres désormais comme celui de Ducos. Ce sont des personnes avec du pouvoir d'achat qui sont parties ? Oui. Très clairement. Après, c'est difficile, nous ne sommes pas sociologues, mais ma vision personnelle de la chose, vous savez, si vous êtes en Nouvelle-Calédonie avec une famille, enfants, etc., vous craignez pour l'avenir de vos enfants, de vous-même en premier lieu, mais de vos enfants, surtout, vous pensez à leur avenir. Et la problématique, si vous venez à perdre votre job, ne travaillez plus, n'avez plus de revenus, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus partir. Et beaucoup de personnes des familles décident de quitter la Calédonie tant qu'elles le peuvent encore. Elles ont le pouvoir d'achat de pouvoir partir, de pouvoir déménager, de prendre des billets d'avion, et elles anticipent un petit peu une suite où elles pourraient ne plus vraiment bouger. C'est le témoignage que j'ai eu. Alors, c'est une grosse problématique, mais on peut difficilement empêcher des personnes de penser tel quel, car l'avenir est totalement flou et incertain, voire extrêmement sombre. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent consomment moins. C'est ce que vous observez, notamment au marché Franck Souris-Laverne ? Oui, alors il y a deux choses qui peuvent expliquer le chiffre d'affaires. Il y a effectivement la baisse en volume qui en explique une partie, mais il y a aussi la baisse des prix de vente. C'est-à-dire que voilà, face à la crise économique, les producteurs aussi s'adaptent. Et parce que c'est une particularité aussi de nos activités, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est là, eh ben, il faut le vendre. Et donc, il y a une tendance très, très, très baissière du marché qui met clairement en danger les exploitations agricoles, hein, parce que les charges restent toujours les mêmes. Donc, il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps si on veut pouvoir maintenir l'existant. Mais en tout cas, il y a une adaptation des producteurs, parce qu'une fois qu'ils ont leurs produits, eh ben, ils cherchent à les écouler à tout prix. Et donc, face aux baisses de pouvoir d'achat, eh ben, les prix de vente diminuent. Donc, à volume équivalent, vous avez une baisse de chiffre d'affaires qui est opérée. C'est pour un travail qui est toujours le même. Gilles Vernier, UFC Que Choisir surveille ce genre de tendance. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une tendance baissière dans certains secteurs ? Ah oui, c'est sûr. C'est ça. Puis aussi par obligation. Hein. C'est le pouvoir d'achat des gens fait qu'ils cherchent des produits moins chers. Il n'y a pas de problème. En plus, je veux parler, il y a une distorsion entre le nord et le sud. Je pense que le nord est peut-être moins touché que le sud. Il y a peut-être du circuit court qui est plus important dans le nord que dans le sud. Et nous, on le voit quand on fait des relevés de prix, on s'aperçoit qu'il y a des différences de prix entre le nord et le sud. Et souvent, c'est au bénéfice du nord. Parce qu'il y a des réseaux de circuits, des magasins qui achètent directement chez les producteurs, ce qui n'est pas vraiment le cas non plus, qui n'est pas le cas dans le sud, où on passe soit par des centrales d'achat pour les grandes surfaces. Il y a une différence. Donc, faire une règle générale, c'est assez difficile. Il y a le nord, le sud, et c'est assez particulier. Il n'y a pas de vérité de dire, voilà, pourquoi les prix baissent, pourquoi si. Non, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut analyser. On a oublié d'expliquer aux gens, et moi je le fais chaque fois que je peux, qu'il y a une guerre, qu'il y a des problèmes et que le transport a augmenté de 40%. Ça, on ne le dit pas aux gens, mais quand on leur explique, ils arrivent quand même aussi à comprendre que quand on achète, ça coûte un peu plus cher. Moi, je me suis entretenu avec des spécialistes pour leur demander comment on remplissait un conteneur en Europe, quelle est la façon de remplir un conteneur et comment on faisait pour que ce soit le plus rentable possible et le moins cher possible, parce que c'est un casse-tête extraordinaire. Donc tout ça, si on ne l'explique pas, ben vous avez à la chaîne, les gens, les prix sont chers.
Et puis c'est vrai que les prix sont chers. Maintenant qu'on oblige un peu à faire de l'étiquetage, et ils le disent beaucoup, maintenant le prix d'achat, la marge du commerçant et tout, et dans les grandes surfaces, vous avez des réponses, on l'a entendu là, vous vous rendez compte, il gagne plus que le producteur, c'est pas normal, alors il en fait moins et tout, enfin voilà. Il n'y a pas de vérité. Il faut travailler sur beaucoup de sujets pour arriver à expliquer aux gens qu'il y a un certain nombre de critères que de toute façon on sera obligé de mettre en place. Et puis il y a aussi une volonté, je dirais, de la part des grandes surfaces ou autres, de diminuer les marges. C'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs l'accord interprofessionnel, qui est, à mon avis, assez important. Franck Souris-Lavergne, est-ce que vous la constatez à la Chambre d'agriculture, cette différence entre le nord et le sud en Calédonie ? Alors, on ne fait pas de statistiques, hein, mais oui, on peut peut-être effectivement considérer que, étant plus près des bassins de production, les produits peuvent être moins chers dans le nord. Ça, c'est une évidence. Alors, on a le relevé de prix, nous, sur les carottes et tout. Moi, j'arrive à Conet, je vais voir le magasin. Avant, je relève les prix à Nouméa, je relève les prix quand j'arrive à Conet, c'est moins cher. Est-ce que vous constatez également un renoncement en termes d'achat ? Certaines familles qui se privent d'acheter certaines choses ? S'ils le font, ils ne nous le disent pas, mais à mon avis, c'est certainement, oui. Enfin bon, c'est quand même assez gênant de dire je ne peux pas nourrir ma famille, mais je pense que dans certaines familles, oui, c'est sûr. Ou alors on achète le strict minimum. D'ailleurs, on le voit, il y a un critère, c'est l'école, c'est les cantines. Il y a de plus en plus de dettes à payer les repas dans les cantines parce que les gens ont de moins en moins de moyens pour payer les repas. Ça, c'est un critère. Vous le disiez, les familles se contentent du strict minimum. Donc, est-ce que les Calédoniens achètent encore pour le plaisir ? Ronan Délé. Alors, acheter pour le plaisir, oui. Alors, pour revenir sur l'alimentaire, juste un point. Là, c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude de consommer une certaine marque de haricots, de conserves ou autres, aujourd'hui, va toujours les consommer. Mais il va partir sur des marques low cost, de grande distribution, dont la valeur intrinsèque du produit est moindre. Ça reste le même produit, mais on achète moins. J'ai discuté avec des distributeurs d'ailleurs qui justement disent on va toujours remplir des conteneurs, mais la valeur intrinsèque du prix du conteneur a clairement baissé. Donc en fait, en Nouvelle-Calédonie, on va vers une baisse un petit peu, je vais pas dire de la qualité des produits, mais on a l'impression même des marques ou autres. Et donc, quand vous me posiez la question de l'achat plaisir, qu'est-ce que c'est ? Pouvoir s'acheter une belle marque, par exemple, en textile, une belle voiture, ou alors des produits sucrés de qualité. Le problème en Calédonie en ce moment, c'est que l'offre produit est en train de s'amoindrir. Nous perdons des marques. Le secteur automobile, par exemple, est sinistré. 8 000 immatriculations automobiles en 2023, plus de 8 000. À l'horizon de fin 2025, nous n'en sommes qu'à 3 000. Il faut savoir que, pour parler de l'automobile, qui est un bon exemple, les marques automobiles, pour distribuer en Nouvelle-Calédonie, vont avoir besoin d'achats de la part des distributeurs et des revendeurs. S'ils ne revendent plus, les marques vont quitter le territoire. Donc ça, c'est un exemple, mais qui peut s'appliquer sur le textile, la maroquinerie ou autres, tous les secteurs confondus. Donc l'achat plaisir devient compliqué et le prix même des produits, je pense par exemple au sucre, aux produits sucrés, on en parle souvent, c'est un vaste débat. Le sucre, c'est pas bon, etc. Mais pouvoir, dans des quantités raisonnables, se faire plaisir avec l'achat de produits sucrés, c'est un plaisir. Le problème, c'est qu'on a les produits sucrés les plus chers du monde. J'allais dire de Nouvelle-Calédonie, mais du monde. Et ça, comment se faire plaisir quand le pouvoir d'achat est en train de fondre ? Vous souhaitiez réagir, Gilles Vernier ? Vous savez, le consommateur, il regarde Internet, il regarde la télévision, il voit des prix. Il y a beaucoup de reportages en métropole, par exemple, ou dans d'autres pays. Il voit le prix du kilo de carottes ou des cerises ou des tomates, par exemple, et il s'aperçoit que chez lui, ici, c'est beaucoup plus cher. Donc il se pose la question. Alors, on peut l'expliquer, mais il faut l'expliquer. Le gros problème en Calédonie, on n'explique pas. On ne dit rien aux gens. On impose un certain nombre de choses. Les gens ont besoin d'explications, ont besoin d'informations. Et ça, on ne sait pas faire. Et c'est un énorme problème. Nos politiques ne savent pas le faire. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Et puis, moi, je vais poser des questions dans la grande distribution à des acheteurs qui m'expliquent. Je dis, mais pourquoi vous ne le dites pas ? Pourquoi vous n'informez pas vos clients ? Parce que les gens ne sont quand même pas tous des imbéciles. Je veux dire, ils sont capables de comprendre quand on leur explique les choses. Donc, il y aurait déjà une tension moindre si on expliquait aux gens comment ça se passe.
ça n'empêcherait pas qu'il y ait des problèmes. Mais là, quand même, on arrive à un point de saturation. Vous savez, les Calédoniens, ils en ont vraiment marre. Là. Ils croient plus en rien. Plus en politique, plus rien. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce qui est important à expliquer aujourd'hui aux Calédoniens? Moi, je vous donne un exemple. On a fait des tests en 5 ans. On a interrogé des consommateurs dans une grande surface, dans différentes grandes surfaces. Ça s'est passé sur une boisson alcoolisée. Et on leur demandait pourquoi vous achetez un pack de 6 ou un pack de 12 ou un pack... Parce que j'ai l'habitude d'acheter un pack de 12 ou j'ai l'habitude d'acheter un pack de 6. Et on leur disait, vous regardez le prix au litre ou le prix au kilo? Maintenant, quand on interroge les gens, c'est la première chose que je fais. Je commence à regarder le prix au litre ou le prix au kilo. Avant, ça ne se faisait pas. Donc, il faut l'expliquer, il faut répéter, il faut qu'ils le comprennent. Alors, ça avance, hein, c'est long, mais c'est vrai que petit à petit, on arrive on dit consommateur-acteur, mais il faut que les gens aussi se prennent en charge, réfléchissent aussi quand même, pas acheter comme ça, parce que j'ai l'habitude de cette marque et je vais l'acheter systématiquement, puis après je dis, elle est chère. Non, il y a peut-être des moyens de trouver pareil. Il y a des sites spéciaux sur les téléphones où vous pouvez retrouver la qualité des produits. Moi, j'en vois quelques-uns, mais c'est pas assez développé. En métropole, je peux vous dire, les sites comme, je ne vais pas citer de marque, mais les gens regardent la composition des produits, ça marche. Ici, très peu. D'ailleurs, quand je le fais dans les magasins, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que vous faites. Je leur explique, je dis, voyez, je suis en train de regarder la composition des produits. Ah ben oui. Pendant délai. Cela dit, pour rebondir sur ce que vous dites, les gens aujourd'hui ont surtout un budget maximum qu'ils ne veulent pas dépasser. Je sais que par exemple, j'exerce dans le domaine de la parfumerie. Le prix d'un 30 ml, par exemple en parfum, est nettement moins avantageux que celui du 100 ml. Et pourtant, on constate réellement aujourd'hui que les gens vont acheter beaucoup plus de 30 ml parce que leur budget, ils l'ont atteint justement. Donc, un pack de 6, un pack de 12 ou le litrage, justement, finalement, les gens vont surtout regarder, j'ai tant à dépenser, je ne le dépasserai pas. Et est-ce que vous constatez une certaine migration de la clientèle vers des circuits qu'on pourrait qualifier d'alternatifs, la seconde main ou même du marché noir? Énormément. Alors, pour revenir déjà au départ, ce que je vous disais tout à l'heure, le cercle vicieux d'un cercle où les gens partent, c'est qu'ils revendent également en occasion leurs produits. Beaucoup de gens ensuite se tournent parce qu'il y a de plus en plus d'offres sur Internet, justement, des sites de consommation. Et les gens vont acheter déjà naturellement parce qu'il y a beaucoup plus de produits à la vente liés à ces départs. Ensuite, effectivement, des gens qui restent mais qui ont besoin de se faire de l'argent vont revendre davantage, alors qu'avant, peut-être qu'ils avaient tendance à donner, à offrir à des organismes, la Croix-Rouge et j'en passe. Et ben non, désormais, ils vont tenter de vendre de tout petits prix. On voit des lots sur Internet à 500 francs. 500 francs. À l'époque, ça n'existait pas. Les gens donnaient, justement. Non, maintenant, ils tentent de vendre coûte que coûte pour augmenter, justement, leur budget et gagner, l'expression, se faire des pièces. Mmh. Le commerce en ligne, c'est un gros sujet. On le voit d'ailleurs en France. Il y a quelques polémiques ces temps-ci. Mais ce qu'on achète en ligne, c'est pas toujours bon, voire même dangereux. Gilles Vernier, vous avez alerté récemment sur des produits importés venus notamment de Chine, sur les jouets. Comment on fait en tant que consommateur pour être sûr de ne pas acheter de mauvais produits? On achète dans un magasin, dans une enseigne nationale. Mais quand on n'en a pas les moyens? C'est le problème. On va acheter, moi j'ai regardé des poupées, j'ai regardé un certain nombre qui n'ont aucun contrôle, alors qu'en métropole, enfin dans l'Hexagone, il faut dire maintenant, tous ces produits sont testés, il y a des normes, alors qu'ici on importe n'importe quoi, c'est vendu dans des multitudes de magasins, à des prix certes pas chers, mais j'ai dit on a beaucoup de chance en Calédonie de pas avoir beaucoup d'accidents domestiques, d'accidents avec les enfants, avec les cars par exemple, les transports en commun, puisqu'on achète des vieux cars. On a énormément de chance de ne pas avoir ce genre de problème. Ou alors s'il y en a, on les étouffe, je ne sais pas. Mais ne serait-ce que les jouets, c'est quand même très grave. En métropole, on a pris le taureau par les cornes. Pas tout contrôlé, mais en règle générale, oui. Il y a un cahier des charges, même en Chine, où le fabricant est obligé de fabriquer aux normes de l'acheteur. Ici, non. Je vais vous raconter une petite... Quand vous avez des produits CE marqués l'Europe, le C et le E, il y a un espace entre. Donc là, vous êtes sûr que ce produit-là arrive de Chine, mais avec un cahier des charges imposé par soit l'importateur, voilà. Quand vous avez CE qui se collent, qui sont collés, et vous en avez beaucoup, c'est du produit made in China sans contrôle. Est-ce qu'il faudrait réglementer davantage? Il faut des moyens.
On en revient toujours pareil, il faut des laboratoires, il faut des contrôleurs, c'est exactement pour la DAE qu'il y a un certain nombre de... C'est une question de moyens aussi. Hein. Vous savez, la peur du gendarme, ça fait bouger les choses, il n'y a pas de gendarme. C'est difficile. Et en tant que consommateur, comment on fait pour être sûr que le produit qu'on achète en magasin avec de bonnes intentions soit un bon produit, notamment pour nos enfants? On se dit on espère qu'il n'y aura pas de problème. Parce que ça n'arrive toujours qu'aux autres. Vous savez, j'étais un ancien assureur. Alors, ça n'arrive toujours qu'aux autres, les problèmes. Alors, c'est un peu la réflexion qu'on se fait. Donc la stratégie, c'est on croise les doigts pour que ça soit pas nous? Un peu. Super. Non, mais c'est vrai, malheureusement. Non, pour revenir sur la sécurité, je vais revenir un peu sur l'alimentaire, mais parce que je pense que c'est un sujet aussi sur ce domaine-là. J'entends qu'on a des jouets qui ne répondent pas aux obligations de sécurité, mais on a aussi des produits alimentaires, parce qu'en fait, quand on met comme seul critère de choix le prix bas, eh ben, on peut se retrouver avec des produits d'une qualité qui est reconnue par des études scientifiques, hein, comme mauvaise pour la santé. Par exemple le poulet qui grossit aux hormones au Brésil, qui, dans certains pays, notamment en Europe, serait totalement interdit à la vente, et en fait qui continue à être très largement consommé en Calédonie. Donc, il y a effectivement une notion de rendre l'alimentation accessible à tous, etc. Mais attention, parce que si c'est dangereux au niveau des jouets, l'alimentation, c'est quand même ce qu'on ingère tous les jours, et c'est ce qui fait notre santé aussi. Donc oui. Et sur les marchés, est-ce qu'on a cette garantie-là? Est-ce que la qualité des produits vendus en marché est vérifiée? La qualité des produits locaux est vérifiée, oui. Il y a des plans de contrôle qui sont faits par les services du gouvernement, et là-dessus on est totalement conforme aux réglementations européennes. Donc ça, il y a aucun problème. La qualité des produits intrinsèques est bonne, mais aussi en termes de qualité, quand vous consommez des produits frais, quand vous cuisinez vous-même, ou des produits peu transformés, il y a aussi une qualité nutritionnelle qui est autre que sur de l'ultra transformé, ou des produits qui ont été produits dans des conditions d'industrie. Il y a toujours pire, effectivement. Mais vous le disiez à un instant, les produits locaux sont vérifiés. Il y a de l'import également sur les marchés. Comment d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a des produits importés sur les marchés? Est-ce que ce n'est pas une concurrence déloyale par rapport aux producteurs locaux? Alors, déjà, pourquoi il y a de l'import sur les marchés? C'est parce qu'en fait, on a une saisonnalité qui est très marquée, avec une saison des pluies qui limite en fait une grosse partie de la production fruitière, maraîchère. Donc l'import permet de pallier, surtout sur cette saison-là, à l'approvisionnement local. Donc il y a un jeu de complément de ce que le local ne peut pas produire avec de l'import. Donc tout l'intérêt là-dessus, et nous c'est ce qu'on défend, c'est de développer de la transformation de produits locaux pour pouvoir les conserver au-delà de la saison propice à leur production. Parce qu'on voit très bien qu'à la bonne saison, en ce moment, on a des produits locaux de qualité qui sont largement concurrentiels par rapport à l'import. Alors effectivement, le consommateur retient les moments de pénurie où là, effectivement, les produits sont plus difficiles à produire, et donc les volumes diminuent et donc les prix montent. Mais faut aussi voir le moment où il y a une très grosse offre de produits, et donc des prix qui baissent. Donc l'idée, ça serait de pouvoir les transformer à cette saison-là pour augmenter l'offre tout au long de l'année, et pouvoir essayer de boucler la boucle. Mais clairement, le prix ne peut pas être le seul critère pour l'alimentation, parce qu'on parle quand même d'un sujet important. Il y a peut-être des choix de consommation là aussi à faire dans les habitudes alimentaires. Il y a des choses surprenantes. Il y a quelques temps, il y avait un excédent d'aubergines. Il y a eu beaucoup d'aubergines qui étaient à un prix défiant toute concurrence. Je me suis rendu dans un magasin, on m'a dit ils sont dans la benne, parce qu'on n'a pas tout vendu. Donc c'est quand même un peu dramatique. Il y avait peut-être pas une surproduction, je ne sais pas, mais ils n'ont pas réussi à vendre toutes les aubergines. C'est comme ça.
Si on est, en parlant de la chaîne du froid, les gens qui font le marché, ils restent pas 3 heures sur le marché, ils restent 1 heure au grand maximum à peu près. Quand vous êtes dans une grande surface, vous restez longtemps. Quand vous voyez des gens qui prennent le paquet de poulet surgelé dans le caddie, qui souvent est en milieu du magasin, et ils vont rester encore 2 heures dans le magasin à faire le tour, acheter, puis après ils rentrent chez eux, la chaîne du froid, vous pensez qu'elle est toujours là? Il y a longtemps qu'elle est finie, et ils vont recongeler. Donc pour la santé, c'est quand même pas quelque chose de... Je reviens sur les prix de l'alimentation que vous évoquiez à un instant. Selon les derniers rapports de l'ISEE, les prix de l'alimentation ont diminué de 0,3% au mois d'août et d'1% au mois de septembre. Mais quand on recontextualise, on se rend compte que les prix de l'alimentation ont grimpé de 25% depuis 2014. Vernier, est-ce que ça vous choque pas, ce chiffre? Si. Vous savez, il y a 3 ans, 4 ans, on avait quand il y avait les prix NC, vous avez connu ça, prix NC. Ça existe encore, l'application? Non, il y avait 13 magasins à cette époque-là qui remontaient toutes les semaines le prix d'un certain nombre de produits. Et on avait calculé que sur 12 mois, il y avait 14,2% d'augmentation. Je me suis fait convoquer par le directeur de l'ISEE qui m'a dit « Vous n'avez pas le droit de dire ça ». Parce que l'ISEE prend 700 produits. Et nous, on prenait juste les produits qui étaient les plus vendus en magasin. Donc, il faut faire attention aussi au sondage, parce que quand vous prenez 700 produits, automatiquement, vous lissez le prix vers le bas. Si vous prenez les produits les plus consommés par les Calédoniens, c'est plus 2%, c'était 14%. Mais là, c'est ce 25% provient du tableau de suivi de prix de l'ISEE. 25% depuis 2014, c'est énorme. Ben, c'est énorme, oui. Comment les Calédoniens font face à cette augmentation? Qu'ils le savent? Mais ils le ressentent. Oui, ils le ressentent sur leur salaire quand il faut dépenser sur l'alimentation. Comment ils font pour se débrouiller? Gilles Vernier? Je sais pas, mais de toute façon, même quand certains prix baissent, maintenant c'est ancré dans l'esprit des gens, les prix sont chers. C'est comme ça. Alors, faut arriver, c'est pour ça que j'ai dit l'explication, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut leur prouver. Moi, je m'arrête dans certains magasins. Il n'y a pas longtemps, les carottes étaient vraiment pas chères. Et il y a quelqu'un qui est passé devant, il a regardé les carottes. Je lui ai dit, vous avez vu le prix? Ouais, et alors? J'ai dit, mais à ce prix-là, ça vaut le coup quand même. Merci, parce que c'est vrai que on entend souvent parler du problème de prix de l'alimentation, notamment des produits frais, dans les médias, au moment où les prix explosent, mais moins au moment où effectivement ils sont abordables et il y a des problèmes d'écoulement et on aurait besoin justement d'un appel à la consommation en disant allez-y quoi, c'est le moment, profitez-en. Moi, je suis professionnel. J'ai un magasin, je suis professionnel, je fais l'étiquette. Je dis, profitez-en, les carottes sont pas chères. Enfin, et les gens vont venir. Ils passent devant, alors que... Et 8 jours après, peut-être ce seront des carottes d'importation et qui seront beaucoup plus chères. Et là, ils vont dire, qu'est-ce qu'elles sont chères, les carottes? C'est un dossier que vous défendez beaucoup, le fait de responsabiliser le consommateur, qui devienne consommateur, je pense que c'est votre terme. Tout le temps. On se bat que là-dessus. Vous savez, moi, ça fait 4 ans que je dis qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table, les producteurs, les importateurs, les commerçants, et qu'on fasse un état des lieux de la distribution en France et de la production locale. Je le dis pour tous les domaines, hein, parce que quand j'entends parler de l'autonomie alimentaire, bon, ça me fait un peu rire parce qu'on n'y arrivera pas tout de suite demain matin, mais il y a beaucoup de choses à réformer. Nous, on est pour vraiment aider les producteurs locaux, mais les aider à produire mieux, plus, avec une meilleure rentabilité. Il y a des organismes ici pour ça, mais il faut des crédits pour ça, pour les aider, pour les former. On n'est pas producteur je sais pas, de tomates du jour au lendemain. Il faut devenir un vrai professionnel, comme un professionnel, un industriel. On demande à ce qu'il y ait des plans de mise en place avec des crédits pour aider la production locale, mais que ce soit une aide intelligente. Pas de réponse. Ronan Délé, vous souhaitiez réagir? Oui, enfin, sur le terme des prix, c'est vrai que par exemple, depuis 2014, il y a plus de 10 ans qui sont écoulés. 2014, la Calédonie, elle est plutôt bien. On va dire c'était une période limite faste qu'on a connue avec les accords de Nouméa. L'argent a coulé du ciel pendant 30 ans. La Calédonie a énormément dépensé. Tout s'est plutôt bien passé. Tout à coup, 2018, début des cycles référendaires, là, la machine s'est enrayée de façon très importante. Le nickel, d'ailleurs, a commencé à moins bien tourner depuis quelques années, etc. Donc, par contre, c'est vrai que l'indice des prix à la consommation que l'on relève là depuis 2-3 ans, même, est plutôt lisse.
par exemple sur le textile, la mode, il est à moins 15%. Alors les gens vont se dire... La mode n'est pas essentielle, alors que se nourrir... Mais ce sont des biens de consommation. Alors se nourrir, c'est vrai que là, si on n'est que sur l'alimentaire, mais toujours est-il que ça reste des repères qui sont importants. Mais l'autre point que je voulais mettre en avant, pour que le commerçant est libre de fixer ses prix. Et pour pouvoir, il est libre de fixer ses prix. Pour qu'il puisse avoir vraiment des prix bas, un point clé, la concurrence, qu'il y ait des compétiteurs sur le marché, pour qu'ils puissent faire un peu la guerre entre eux et pour que le consommateur puisse aller dans des surfaces où il a repéré des prix plus bas. Tout le monde sait également, même depuis les émeutes, les destructions qu'il y a eu, il y a moins de commerce, moins de revendeurs, moins de commerçants veulent investir et ouvrir parce que la tendance est extrêmement compliquée. Donc le marché est laissé de toute manière ouvert à un nombre restreint d'acteurs. Et là, ma foi... moins de concurrence. Voilà, à moins de vouloir contrôler les marges, de gérer les prix et tout, mais ça relève d'un système plus proche du communisme. Effectivement, vous le dites, pas mal de commerces ferment et la situation ne date pas d'hier. Les commerces continuent de subir cette crise économique et certaines institutions doivent même fermer leurs portes, comme le magasin de jouets La Caverne d'Ali Baba, un reportage de Laura Chintu et Claude Lindor. Pas question pour la Caverne d'Ali Baba de fermer ses portes sans faire rêver une dernière fois sa clientèle. Plus de 40 ans d'existence, ça méritait un adieu en grande pompe à grand renfort de châteaux gonflables, de déguisements et d'animation. Le magasin de jouets, à 2 pas de la place des Cocotiers, a rythmé la vie de plusieurs générations de Calédoniens. On trouvait de tout et quand on rentre, c'est féerique. On ne pourra plus revenir et même des fois on rentrait dedans juste pour voir les jouets. Même si on n'avait pas les moyens de s'acheter les jouets, on venait voir quand même. C'était toujours un endroit où on pouvait trouver beaucoup de cadeaux. Et surtout pour les anniversaires et les fêtes de Noël. Donc c'était toujours un super magasin où on venait assez souvent. Ouais. C'est trop triste. Moi c'était mon magasin préféré, ça fait 20 ans que je suis ici et c'était ma référence. Aujourd'hui je rentre, c'est vide, ça fait une peine grave mal au cœur. Mais par contre c'est vraiment waouh ce qu'ils ont fait. C'est une surprise, on se croirait presque à Euro Disney aujourd'hui. Pour les clients fidèles, impossible de résister à la tentation de faire un dernier tour à l'intérieur de la boutique. Nostalgie des derniers instants, au milieu de ces décors qui ont fait toute la magie du lieu. On a connu ça depuis toujours, depuis longtemps en tout cas. On a fait la fermeture des portes avec eux et aujourd'hui ils nous remercient avec plein d'activités pour nos enfants, donc c'est super chouette, quoi. La décision de baisser définitivement le rideau a été difficile à prendre pour les gérants. Ils ont tenu bon autant que possible, jusqu'à ce que la réalité économique les rattrape. C'est la première enseigne de la société qui a été montée par mon père, il y a en 1981. Donc effectivement c'est pas rien, c'est je pense une enseigne qui a marqué aussi le centre-ville de Nouméa. Donc on avait du mal à s'en détacher. Économiquement effectivement il le fallait et les événements de 2024 sont venus un peu catalyser en fait cette situation et donc on était on va dire face au fait accompli, quoi, voilà. Mais comme ça le souvenir restera, on en est persuadé et on essaiera de se réinventer plus tard. La Caverne d'Ali Baba tire sa révérence. C'est un peu de magie en moins à quelques mois de Noël. Un peu de magie en moins et surtout de l'inquiétude en plus, considérant que l'entreprise était bien implantée dans le paysage calédonien. Ronan Delay, avant les émeutes, vous indiquiez déjà aux médias que la situation était critique. Moins d'entreprises créées dans le commerce, un centre-ville qui se vidait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le centre-ville est mort ? Alors, juste pour la première partie de ce que vous venez de dire, avant la crise, effectivement, la situation était compliquée. Critique, je n'irai pas là, mais c'est vrai qu'elle était compliquée. On cherchait des solutions pour inverser la tendance. On en avait, mais effectivement, là, la crise a précipité vraiment dans un trou le commerce et l'économie calédonienne dans son intégralité. Maintenant, la situation aujourd'hui... Pour revenir, votre question était sur... Est-ce que le centre-ville est mort ? Le centre-ville, on est sur une vacance à peu près de cellules de l'ordre de 20%. C'était déjà le cas avant. La Caverne d'Ali Baba, enseigne historique du centre-ville, est partie. Mais des commerces restent encore, néanmoins, ils s'accrochent comme ils peuvent. Il se trouvait, cela dit, que le centre-ville a eu un petit reflux de clientèle post-émeute, parce que justement, un lieu qui était préservé, malgré tout, des conflits et des émeutes. Et donc, on a eu un petit regain de clientèle pendant une période. Maintenant, ça reste compliqué. C'est un centre-ville qui a nécessité de lourds travaux, qui a énormément pénalisé de commerçants.
Dieu merci, se termine justement. La mairie a tenté vraiment de terminer tous ces travaux avant les fêtes de fin d'année qui sont cruciales pour le commerce. Un regain également, malgré tout, on le sent, de sans domicile fixe, qui génère une inquiétude pour pas mal de clients. On a beaucoup de retours justement vis-à-vis de ça, qui pourraient être importunés. Et ça, c'est le problème du cercle vicieux d'une économie qui va mal et qui génère justement des défaillances au niveau des entreprises, mais également au niveau sociétal avec un accroissement de l'insécurité. Quelles sont les stratégies des commerçants pour s'adapter à la baisse du pouvoir d'achat, la hausse de l'insécurité, vous en parliez il y a un instant? Il y a les stratégies, déjà au niveau, un commerçant lors de ses commandes va tenter d'être beaucoup plus vigilant parce qu'il doit préserver sa trésorerie, donc il doit faire attention. La première partie est la commande, justement, toutes ces charges ensuite qui lui incombent. Mais c'est un problème parce qu'en fait, pour vendre, il faut des produits et on a besoin d'avoir du stock justement de présent. Donc déjà, il y a ce calcul qui doit être fait par le commerce, mais qui est difficile à évaluer parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. En fait, le problème de la Calédonie, si on était dans une situation stable, on sait à peu près où on va. Là, on ne sait même pas à l'horizon 2-3 mois ce que cela va donner en termes économiques. On ne sait pas ce qui va se passer pour les usines de nickel, on ne sait pas ce qui va se passer pour les retraités. Donc, c'est énormément de situations anxiogènes pour les Calédoniens. Et donc, le commerçant ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Le point où il peut agir, c'est évidemment sur des remises commerciales, des soldes, le Black Friday. Mais le commerçant ne vit pas sur des remises. Sa marge est à ce moment-là amoindrie, voire quasi nulle. Et du coup, il génère certes de la trésorerie, mais en fait, il ne génère pas justement de profit qui permet d'investir et de développer son entreprise. Mais vous le disiez, certaines entreprises, notamment du centre-ville, s'accrochent, tiennent le coup. Est-ce qu'il y a des types de commerce, un type de commerce qui survit mieux qu'un autre? Non, pas vraiment. Tous les commerces sont impactés. L'alimentaire se maintient parce que effectivement, les gens doivent manger. Mais malgré tout, les baisses sont dans tous les secteurs, quel que soit l'électroménager, le textile, l'habillement, la mode, etc. etc. Et une chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que vous avez des fournisseurs qui ne veulent plus livrer la Calédonie aussi. Et ça, il y en a. Donc ça pose aussi un problème de réapprovisionnement, même sur des sociétés, parce que je connais des sociétés qui se portent relativement bien, qui avaient des accords commerciaux, puisqu'on paye les traites et tout, et quand ils passent une commande, maintenant on leur dit « tu payes cash ». Dans quel secteur? Bâtiment. On leur dit maintenant, on paye. Donc c'est une sortie de trésorerie énorme, on peut ou on peut pas, autrement on n'est pas livré. Après, c'est des négociations avec ses fournisseurs, c'est-à-dire que post-émeute, je sais qu'avoir échangé avec eux, des fournisseurs vont soutenir vraiment parce que voilà, on a développé un lien avec eux. On va leur demander, on parlait de prix à la consommation qui augmente, mais il faut savoir que pour un commerçant, le prix d'achat de ces produits ne diminue jamais quasiment. Il augmente d'année en année. Donc normalement, on va répercuter cette hausse évidemment sur nos prix de vente, mais dans une économie où tout va bien, le pouvoir d'achat augmente, les salaires augmentent. Lorsqu'on négocie annuellement avec les employés, on va être dans des NAO bientôt, mais il est très difficile pour des négociations annuelles obligatoires de branche, justement. Tous secteurs confondus, des NAO sont obligatoires. Mais comment augmenter le salaire des Calédoniens, quelle que soit leur branche, lorsque toutes les entreprises sont dans le rouge et voient leur chiffre d'affaires diminuer? Donc le pouvoir d'achat, lui, il n'augmente pas. Les prix, ils auraient tendance à augmenter parce que la marge, c'est ce qui fait vivre la société. Donc on est dans une spirale, malheureusement, qui semble sans fin et qui nous conduit vraiment vers un mur. Franck Souris-Labert. Oui, non, mais effectivement, cette baisse, elle est visible aussi dans nos secteurs de l'agriculture et de la pêche. Hein. On a des grosses baisses de chiffre d'affaires. Et du coup, moi, je voudrais parler en fait des possibilités qui existent pour essayer de sortir de cette spirale-là. C'est vrai qu'elle est dangereuse parce que de mal en mal, on s'enfonce dans un circuit qui est pas bon du tout. Et là, nous, on défend un autre type de consommation qui est pas un choix du consommateur. Mais clairement, la consommation va jouer son rôle dans la relance.
Et je voudrais en profiter là pour dire aux Calédoniens, vous avez un rôle, c'est-à-dire que quand vous achetez en Nouvelle-Calédonie, des produits calédoniens, en fait, vous participez à cette relance. Et donc, même aujourd'hui, le climat est à l'insécurité. On est assez frileux sur les dépenses, mais l'acte d'achat, il est important. Mais il y a aussi d'autres modes pour relancer, d'autres moyens. Et nous, on parle beaucoup des cantines, parce que pour nous, c'est un moyen qui est important. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, les parents ont même du mal à payer les cantines aujourd'hui, mais ça reste un repas qui est important. C'est 65 000 repas par jour, rien que pour les cantines scolaires. On parle de l'alimentation de nos enfants. Et là, il y a un vrai rôle, je pense, un vrai choix stratégique qui pourrait être pris pour faire de la consommation dirigée en disant, on peut orienter la dépense publique pour passer des produits locaux dans les cantines et ça fait de la relance économique puisque un produit acheté localement mais produit localement, là où un produit à l'extérieur acheté localement fait un emploi, un produit acheté localement, produit localement, c'est 4 emplois. Donc on a besoin, pour relancer la machine, de refaire aussi de l'emploi. On a besoin de faire aussi de l'emploi en dehors de Nouméa. Et donc on a aussi des leviers de consommation, je pense, qui sont dans les mains des institutions, qui demandent un vrai pari, parce que dans un contexte difficile, c'est difficile de dire on va mettre de l'argent dans un secteur, mais pourtant il va falloir, pour sortir de la spirale, à un moment, il va falloir trouver des leviers pour faire de la relance. Et donc de la relance par une meilleure alimentation des enfants. Alimenter les cantines, c'est aussi développer de la transformation, puisque il faut pouvoir avoir un circuit d'approvisionnement toute l'année. Donc Mais vous le disiez, le consommateur parfois a le choix, parce qu'on a l'impression parfois que tout dépend de la politique et qu'on ne peut que subir. Ce que vous dites, c'est que finalement, on a le choix individuellement. Oui. Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour aider l'économie calédonienne ? Ronan Délé. Comme le disait Franck à l'instant, déjà c'est vrai, consommer local. C'est effectivement lorsque l'on achète en deuxième main sur Internet, etc., l'argent, il n'y a pas de collecte de TGC, l'argent en fait quitte un petit peu le circuit, il revient dans la poche de quelqu'un, mais le commerce collecte plus de la moitié des recettes fiscales de la Calédonie. Consommer local dans un commerce calédonien, c'est participer bien évidemment à la rentrée fiscale et pour alimenter finalement le système calédonien qui malheureusement est extrêmement vorace et a besoin de fiscalité, de rentrée fiscale, parce que sinon effectivement il s'effondre. C'est un créateur d'emploi en plus. Et créer de l'emploi, exactement. François Laverne, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais insister sur le fait du choix de consommation. Et je pense qu'effectivement on peut retrouver aussi une fierté calédonienne à consommer calédonien, à consommer en Nouvelle-Calédonie. Je pense que dans le climat aujourd'hui de marasme, ça nous ferait du bien aussi d'être fiers de ce qu'on fait dans le pays et de consommer en ce sens-là. Il y a une vraie crise économique, mais il y a aussi des habitudes de consommation qui sont peut-être pas très bonnes. Quand on regarde les premiers produits consommés dans certaines grandes surfaces, on trouve des produits alcoolisés en fait. Alors, c'est pas cadeau. C'est un choix d'aller vers ces produits-là. Et pour le budget du ménage, c'est peut-être une capacité d'achat en moins qui pourrait être dirigée ailleurs. Gilles Vernier, je vous laisse le mot de la fin. Mais on parlait des cantines, c'est une question de santé publique aussi. Les cantines, les repas d'enfants, c'est les repas équilibrés, c'est une obligation d'avoir des repas sains, on va dire. Je ne suis pas sûr qu'à la maison, les gens achètent des produits qui soient vraiment très sains. Là, on est sûr au moins que les enfants mangent correctement. Et je pense qu'à la longue, c'est bénéfique pour la famille et pour les enfants. Donc ça, c'est les cantines, mais individuellement, le consommateur a le choix. Quel choix peut faire le consommateur pour aider l'économie calédonienne, en quelques mots ? Quand on dit le consommateur acteur, il faut qu'il se responsabilise, parce qu'il y a sur le marché, que ce soit le marché de l'alimentaire ou l'autre, il y a des produits qui sont intéressants. Mais on en revient, il y a des habitudes de consommation qu'il faut absolument que les Calédoniens changent. Prenez un exemple, vous prenez un village, et il y a 5 épiceries dans la même famille, et les 5 ils vont aller chacun dans leur épicerie. C'est une habitude, je l'ai connu dans ma famille. C'est comme ça,
Moi, je vais chez un tel, ou je vais chez un tel, je vais chez un tel. Le commerçant, il n'est pas fou, il sait très bien qu'il aura toujours la même clientèle et il va en profiter, ce qui est normal. On ne se remet pas en cause, alors qu'on peut, il y a des commerçants qui font des efforts, il y a des prix qui peuvent être intéressants chez les commerçants, et même dans les grandes surfaces, mais il faut être un peu curieux, il faut regarder un peu les prix, il faut prendre son temps, il faut comparer. Ce que souvent les gens font pas, on met dans le caddie et puis on avance et puis j'ai besoin de ça, allez boum, et voilà. Donc savoir remettre en question oui. nos habitudes et peut-être récompenser les bons élèves commerçants entre guillemets. Tout à fait. Consommer local. Écoutez, c'est ce qui conclut notre émission. Un grand merci à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission en replay. Belle continuation sur La Première. Merci.